Bonjour Joël, Bonjour. je suis content de te retrouver sur le stand parce que j'ai vu ton stand partout, à Céret, à Canoës et maintenant à Tesa. Comment vas-tu? Ça va bien, la dernière fois on s'est vu, ça allait bien aussi, donc j'essaye de garder un esprit positif. Quand est-ce que tu es tombé dans l'imaginaire? Alors, on peut dire que depuis toujours, puisque dès l'enfance on est dans l'imaginaire, mais avec le dessin, c'est vers l'âge de 6 ans. À 6 ans, je fais déjà mes premiers dessins en m'imaginant dessinateur de BD. D'accord, mais tu voyais ton avenir. Ouais, on peut dire que j'envisageais déjà d'être un auteur de bande dessinée à 6 ans. Quand est-ce que tu as commencé à faire ces ouvrages? Alors ceux-là, c'est en 2009. L'idée, c'était de mélanger les contes. Donc j'ai proposé à une auteure, donc c'est la Luciole Masquée, de reprendre des contes et des légendes, de les mélanger, de créer une nouvelle histoire pour ces personnages qui sont parfois un peu oubliés et parfois c'est toujours les mêmes histoires, donc c'est un peu monotone. L'idée, c'était de dépoussiérer les contes, donc de faire une sorte de crossover avec plusieurs univers, les légendes, les contes d'ici, d'ailleurs. Quelles sont tes influences? Alors pour le dessin, moi j'ai pas mal d'influences parce que j'ai fait beaucoup de peinture à l'acrylique, au pastel, et il y a un peintre qui m'a marqué, c'est Velázquez. Donc c'est vrai que j'ai une touche un peu comme ça de peintre, que j'ai mêlé à d'autres inspirations comme Monet aussi, l'impressionnisme, et évidemment tout ce qui est bande dessinée actuelle, la BD franco-belge, notamment dans la SF. Donc ça, les styles un peu réalistes. Sauf que pour cette collection, ça s'adressait à des gamins. Donc il fallait que je change un peu mon style, que j'ai quelque chose d'un peu plus coloré, qui soit pas trop dans l'univers BD avec des ambiances trop froides. Là, il fallait que ce soit des couleurs chaudes, des couleurs chatoyantes. Et ça a donné ce style un peu particulier, donc on va dire entre réalisme et on va dire impressionnisme. Oui. Ah, c'est de très beaux dessins. Merci. Moi j'aime bien le côté, bon là c'est mon avis perso, le côté crossover. Parce que quand j'ai vu celui que je t'ai acheté à Céret, le chaperon rouge et le dragon de Chine, je me suis dit, hey, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que ça choque un peu au début parce que c'est pas des personnages qui ont eu l'habitude de se côtoyer, hein, forcément, puisque chaque pays a son folklore, ses personnages. Mais on peut établir des ponts avec ces contes parce que c'est finalement toujours les mêmes caractéristiques. Les personnages se ressemblent même s'ils viennent d'autres cultures. On a ce qu'on appelle des archétypes qui reviennent souvent. Même la figure du dragon par exemple, la figure de l'ogre, la figure de la sorcière. Même les personnages qui sont un peu malins comme là on a un lapin qui est très malin. On retrouve au Brésil un personnage assez similaire avec Saci Pererê. C'est des personnages qui se ressemblent dans leurs caractéristiques, leur personnalité, mais pas physiquement évidemment. Donc ça nous permet de créer comme ça des ponts. Bon, pour venir au chaperon rouge, c'est vrai qu'un dragon c'est mieux que le loup. Exactement, alors c'est bien parce que c'est ce qu'on s'imagine avec la couverture, que le loup a été remplacé par un dragon. Donc il faut savoir que le dragon Shenlong n'est pas malveillant ni bienveillant, puisque c'est une entité, on va dire qu'en Chine, ils n'ont pas ce manichéisme qu'on a nous en Occident. Et l'idée, c'était effectivement de remplacer le loup par un personnage. Alors il s'agira cette fois-ci non pas du dragon, mais du roi singe, parce que c'est le roi singe qui va jouer le rôle du trouble-fête dans cette histoire. Et le dragon va être plus ou moins un personnage qui va aider Chaperon Rouge à s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'on a joué sur cette ambivalence-là au début, pour faire croire que le méchant de l'histoire, le loup, ce serait le dragon de Chine. Parce que c'est vrai qu'on a un peu peur en Occident de la Chine, hein, la Chine communiste, la Chine qui est un peu
on va dire, dans une démarche de conquête de territoires, notamment en Afrique. Et on a tendance à avoir peur de ce peuple, de cette culture, mais il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Et là, c'était un contre-pied qu'on a voulu mettre en place. Quand tu dessines, tu écoutes quoi comme musique? Alors moi, je suis vraiment un fan de musique de film, tout ce qui est BO. Et c'est vrai que, alors j'écoute du John Williams, j'écoute du Hans Zimmer, j'écoute pas mal de... Alors Basil Poltoris que j'aime beaucoup, c'est la musique de film en fait. Donc il n'y a pas de musique en particulier, c'est vraiment très souvent symphonique, épique surtout, tout ce qui est épique. Ouais, je m'isole un peu dans ces... Il y a aussi Joe Hisaishi que j'adore, puisque c'est un grand maître japonais de la musique de film, notamment des Miyazaki, mais pas seulement, puisqu'il a contribué aussi à des films live action. Donc ouais, j'aime bien tous ces univers-là et ça m'aide à dessiner, ouais. Ça me donne, on va dire, la motivation et puis ça ouvre mon imaginaire parfois. D'accord. En parlant de ça, pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Alors pour moi, l'imaginaire, c'est vraiment un moteur. C'est un moteur de réflexion, c'est un moteur aussi d'espoir, parce que quand l'être humain il se retrouve confronté à une situation, s'il n'a pas d'imaginaire, il reste tétanisé d'une certaine manière. Il peut avoir peur et se sentir seul. Alors que l'imaginaire, c'est une porte ouverte vers la solution pour continuer à vivre, pour continuer à apprécier le monde aussi. Donc on peut croire parfois que c'est une bulle dans laquelle on s'enferme, mais pour moi, au contraire, c'est une bulle ouverte. Parce que il ne s'agit pas seulement de s'enfermer dans son imaginaire, il faut utiliser l'imaginaire pour créer quelque chose, pour trouver des solutions, pour avancer en fait dans la vie. L'imaginaire pour moi, c'est pas juste regarder un film. Au contraire, c'est l'imaginaire du réalisateur qu'on prend en pleine poire. Mais l'imaginaire, c'est lorsque on s'exprime, on exprime ses émotions, ses sentiments, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, on l'exprime soit en dessin, en musique, ou parfois même en créant des choses. Les génies avaient beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire. Quand les grands génies ont créé la locomotion ou même partir sur la Lune, il fallait avoir une sacrée imagination pour se dire que c'était possible. Donc voilà, pour moi l'imaginaire c'est un moteur. Et pour toi l'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours? Justement, moi quand l'imaginaire ça me permet déjà de me projeter, de me dire que voilà, ma situation actuelle peut évoluer. Je m'imagine faire d'autres livres, avoir de nouvelles rencontres. Ça me permet aussi de faire la cuisine, tiens, parce que d'ailleurs c'est peut-être même le cœur de l'imaginaire. Quand j'étais petit, je devais m'occuper de mes frangins, parce qu'on était seuls à la maison assez souvent. Et ce que je faisais, c'est que j'ouvrais le frigo et en fonction de ce qu'il y avait dans le frigo, j'imaginais le plat que j'allais leur cuisiner. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je fais quand il n'y a pas grand-chose dans le frigo. Surtout qu'en ce moment, c'est l'inflation, donc c'est une situation assez récurrente. Je prends ce qu'il y a et je combine les éléments pour créer un plat. Donc, ouais, on peut dire que l'imaginaire aussi, ça s'exprime de cette manière-là. Ça c'est bien, parce que c'est le premier à m'en parler. Pour toi l'imaginaire, est-ce que c'est la chose la plus importante dans notre société d'aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est malheureusement ce qui se perd. Alors on verra, parce que comme ça se perd, on est avec une génération qui est plongée dans l'image, qui n'a pas vraiment... parce que l'imaginaire, ça provient aussi des moments où on s'ennuie, des moments où on n'a rien à faire, ou des moments où on n'a pas d'objet de divertissement, on n'a rien, et du coup on crée quelque chose pour se divertir ou pour passer le temps. Et aujourd'hui, on est accaparé par les réseaux, par les images, par plein de choses. Je ne sais pas si l'imaginaire aujourd'hui
a l'occasion de s'exprimer autant qu'avant. Mais pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais en tout cas, c'est fondamental chez l'humain. Donc j'espère que je me trompe, j'espère que les enfants aujourd'hui, malgré toutes ces sollicitations, ils sollicitent encore leur imaginaire, j'espère. D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Ah, malheureusement, oui, c'est vrai que je suis pas souvent sur les réseaux. J'ai un compte Facebook, mais bon, ouais, c'est vrai que je suis quasiment absent des réseaux et je cherche pas forcément à être connu ou des choses comme ça, donc c'est vrai qu'on me trouve pas facilement. On me trouve sur des salons du livre, on me trouve, peut-être qu'on va me trouver en librairie peut-être en 2024 ou 2025 avec un nouveau projet de série de bande dessinée qui s'appelle donc Popeye Boy. Ça parle d'IA justement, d'intelligence artificielle. Ouais, donc c'est peut-être là qu'on pourra trouver en librairie ce projet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans l'illustration et qui ont peur que leur dessin ne plaise pas? Ouais, alors le conseil que je donne souvent aux jeunes, c'est de vraiment ne pas prendre en compte le goût des autres, parce que c'est le goût qui s'exprime lorsqu'on dit que c'est moche. En fait, on dit pas il faudrait pas qu'on dise c'est moche. Il faudrait qu'on dise ça me plaît pas à moi, mais ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on trouve toujours son public. Et si on aime ce qu'on fait, il ne faut pas se laisser, on va dire, influencer par les jugements. Il faut vraiment être solide sur son dessin et dessiner quasiment tous les jours pour l'améliorer, mais en tout cas dans la direction de ses propres goûts. Il faut pas, les goûts. Alors oui, les conseils, il faut les écouter. Si quelqu'un vous dit ça serait mieux de faire ci ou ça, là ok, c'est un conseil, on peut prendre, ou pas, c'est à nous de juger. Mais les réflexions du c'est moche, c'est mal fait, c'est des goûts et il faut essayer de s'en prémunir. Il ne faut pas laisser ça nous dévorer. Donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est aimer ce qu'on fait. D'accord. Est-ce que tu auras un dernier petit message à dire aux auditrices et auditeurs de Zone Imaginaire? Je vous dis merci pour votre écoute et puis bravo d'exister, bravo de faire vivre encore l'imaginaire. Grâce à vous, en fait, on existe parce qu'on a l'espoir que vous découvriez nos univers. Donc merci encore au public. Merci à toi. C'est gentil, merci.